Bonjour à tous, c'est Keycord. Alors, on va faire le KT Express numéro 12. Je suis aujourd'hui en compagnie de Siagen. Bonsoir Siagen. Bonsoir Keycord. Et nous avons aussi Fred avec nous. Salut Fred. Bonsoir Keycord. Alors, donc on va être peu nombreux ce soir, on sera que 3, mais on a quand même un programme assez chargé. Donc on va commencer par les news, donc on aura plusieurs choses à vous dire. Ensuite, on enchaînera avec une partie sur le déploiement, l'importance du déploiement, quelques conseils que je vous donnerai, puisque c'est une rubrique que je vais faire moi aujourd'hui. Et on terminera par une dernière partie avec notre ami Siagen qui va nous parler des Gellerpox, aidé en cela également par notre ami Fred. Est-ce que ça vous va tous les trois? Ah bah tous les trois, je sais pas si ça te va, mais en tout cas tous les deux, ça nous va. Allez, oui, c'est vrai que j'ai mon petit ami imaginaire qui est... Allez, on en a tous un Keycord. C'est ça. Allez, on fait un petit jingle et on attaque avec les news. Allez, c'est reparti, on va commencer donc par les news. Alors, la grosse nouveauté de cette semaine, c'est bien sûr la sortie du Kill Team Manual. Alors, je sais que... alors moi j'ai la chance de l'avoir entre les mains. Siagen et Fred, vous avez pu voir quelques bribes, mais vous avez pu voir aussi un peu le contenu de ce qu'il y avait. Alors, Pierre d'impatience de l'avoir nous-mêmes entre nos mains. Alors déjà, donc je vais vous demander à chacun de vous déjà vos premières impressions sur le livre. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'on vous réserve une petite surprise pour la fin d'année, pour les fêtes de Noël. On va dire que ça va être notre petit cadeau. Donc vous aurez ça très prochainement, donc je vous en dis pas plus. Donc on va rentrer juste un petit peu dans les premières impressions, les premières analyses, mais très, très succinctes du Kill Team Manual. Alors, qui veut commencer? Siagen, Fred? Moi je vais juste dire, de ce que j'ai vu, c'est en gros, si on résume, l'intégralité de ce qui est sorti jusque-là en Kill Team, compilé dans un bouquin, c'est-à-dire tout ce qui est sorti dans les White Dwarfs, toutes les différentes boîtes avec les tactiques spéciales et compagnie, tout résumé dans un bouquin, plus une ou deux teams en plus de ce que j'ai compris, donc entre testeurs de bataille. Oui. Alors mon seul regret, c'est à la différence du bouquin quand il était sorti pour Commander, c'est qu'il sort pas entre guillemets une petite boîte jolie avec en plus dedans les différentes tactiques, etc. Bon, tant pis. Faudra les copier soi-même ou autre, mais sinon... ça viendra peut-être. Ah oui, c'est vrai, pardon. Le supplément. Ok, Siagen, pour ton premier avis. Là, moi, je sais pas, j'avais le goût de boycotter de discuter des sœurs de bataille parce que je considère pas qu'ils les ont vraiment mis dans Kill Team. Je trouvais que c'était les règles de Shadow War of Mageddon de 2 ans qui avaient été remâchées. Parce que si on regarde les règles qui ont sorti dans le Grand 40 000, qui sont vraiment au moins excitantes et qui ont une saveur avec les rites sacrés et des miracles, il y a quelqu'un qui a bien résumé ça, que j'ai lu à quelque part, je ne me rappelle plus c'est qui la personne qui a dit, dans le fond, là, c'est Adeptus Mechanicus, plus cher, sans les cantiques de l'Omnicia. Il n'y a pas de saveur. Après, d'un autre côté, est-ce qu'on pouvait vraiment transposer ce qu'il y avait sur 40K en Kill Team? Est-ce que ça n'aurait pas été beaucoup trop fort en l'état? Le dé-miracle, j'ai eu des discussions et j'ai regardé, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui débalance le jeu, effectivement, mais de mettre les rites sacrés, en particulier les rites sacrés qui sont de 40 000, on pourrait les mettre un à un, et c'est pas plus fort que... Et à la limite, les transformer en tactique de jeu avec des points de commandement pour ces trucs-là. Hein. Oui, peut-être, mais moi, je compare avec ce que l'Adeptus Mechanicus a. C'est à peu près, à mon avis, la même force. À la place de changer à tous les tours, tu le choisis au début de la partie. Ça aurait pu faire de quoi. Je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec toi. Les sœurs de bataille, pour moi, ils ont rien rajouté de vraiment nouveau en termes de gameplay par rapport à ce qui existe déjà. Voilà.
Mais moi, le gros point fort, là, si j'arrête de râler, c'est les Space Marines du Chaos ont eu tout plein de beaux jouets et de belles tactiques. Et moi, je vois tout plein de possibilités qui s'ouvrent et Alors, tout plein de possibilités de faire des belles voilà, listes. en parlant de ça, effectivement, comme ça a réuni toutes les tactiques de tout ce qui était sorti jusqu'à présent, il y a des tactiques qu'on ne connaissait pas forcément bien dans le jeu qui ont été donc redévoilées, on va dire, puisque maintenant beaucoup des boîtes de première on va dire première édition de Kill Team ne sont plus accessibles. Donc maintenant elles le sont à nouveau entre guillemets avec ce Kill Team annual qui est quand même une source très importante, très impressionnante de données. Vous verrez ça quand vous l'aurez entre les mains. Alors après c'est un bouquin qui en soi il faut quand même avoir au moins la base et le élite pour bien comprendre l'intérêt du livre. Le commandeur c'est encore autre chose, mais bon, mais il y a quand même énormément de choses, il y a énormément de plans de bataille, donc ça rajoute énormément de possibilités de jeu, donc c'est assez impressionnant. Et ils ont rajouté des nouvelles tactiques, pardon Kika de t'interrompre, ils ont rajouté de nouvelles tactiques parce que les 4 tactiques du chaos qui sont associées aux marques du chaos n'ont pas sorti nulle part avant. Oui, non, ils ont rajouté pas mal de choses, mais même que pour les tactiques des sœurs de bataille ou pour les. Il me semble aussi pour les chaos démons, ils en ont rajouté une ou deux de tactiques aussi. Ouais. Voilà, mais effectivement, c'est un livre qui est assez impressionnant en contenu. Et puis honnêtement, pour le prix, personnellement, je crois que je l'ai payé 25 €, il me semble. Franchement, pour 25 €, on a là pour ses sous, quoi, comme on dit. Alors après, bien sûr, comme je disais aussi, ça nécessite d'avoir les premiers bouquins avant. Mais oui, les premiers bouquins, de toute façon, il te les faut d'une manière ou d'une autre. Donc c'est même bien, je trouve, au contraire, que ça ne supplante pas le premier bouquin. Parce que ça serait, je veux dire, à la différence de ce qui s'est passé pour, tu regardes Necromunda, où, en gros, tous les bouquins que tu avais dans la boîte de base, tu peux les jeter. Ah oui, c'est ça. Là, on est bien. Je préfère ça, désolé. Je préfère avoir un bouquin en plus qui s'ajoute. Mais tu ne jettes pas. Moi, là, maintenant, la question qui me semble assez intéressante à se poser, c'est au niveau du compétitif dans les tournois. Avant, tout ce qui était tactique, qui était issu des boîtes spéciales, n'était pas utilisable en tournoi. Maintenant, vu que c'est dans le KT annuel. Alors voilà, après il faut savoir que dans le KT annuel, il y a énormément de plans de bataille pour le compétitif. Et ils sortent quasiment Arena du compétitif dans le KT annuel. Et ils en parlent, mais ils l'abordent, mais il n'y a quasiment rien d'Arena dans les. Il me semble pas d'ailleurs, de mémoire, il me semble pas avoir vu de plan de bataille spécifique Arena d'ailleurs. Voilà. Ça ne ferait que cristalliser la tendance à avoir 2 types de kill team, d'avoir Arena et comme ils appellent le Vanille. Là. Bah là, en ayant lu un petit peu les avis sur le Kitty Manual avant de préparer notre KT Express, c'est vrai que la tendance actuelle maintenant, c'est de plus en plus faire du compétitif sans Arena. Voilà. En raison des portes. Les portes ont été un gros problème et un gros point de discussion en pouvant bloquer les portes, une figurine qui bloque tout. Il y a plusieurs gens qui trouvaient que ça réduisait le jeu un peu et les possibilités. Allez, voilà, on a parlé donc du KT Arena, du Kill Team annuel, voilà. Décidément, je vais arrêter de boire. À force de jouer les nains, ça va plus. De jouer les squats. Donc, je vais juste vous demander après une question. Est-ce que pour vous, c'est un livre à acquérir absolument, ou pas du tout, ou à laisser de côté voilà, est-ce que vous le conseillerez l'achat? Pour ma part, oui. Parce qu'il synergise extrêmement bien avec, on va dire, le bouquin de base plus le deuxième bouquin essentiel qui est Elite. Après, pour un débutant, c'est pas nécessaire, mais ça peut être une étape. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, ce que j'ai répondu, je crois aujourd'hui d'ailleurs. Alors sur Facebook, je me souviens plus du nom de famille, mais je crois que c'est une certaine Véronique qui allait faire découvrir à son garçon de 8 ans, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ce voilà. Et elle demandait ce qu'il fallait prendre. Donc moi je lui avais répondu, il faut en premier de toute façon le modèle de base, et dans un deuxième temps Elite, et ensuite le Kill Team manuel. Voilà. Commandeur, le commandeur n'est pas obligatoire, franchement. Non, commandeur, c'est intéressant si on a un peu de temps, si on a envie de vraiment faire des campagnes et d'aller loin dans les campagnes. Sinon, c'est pas obligatoire. Voilà. C'est exactement ça. Le Kill Team manuel, c'est si vous avez déjà les 2 premiers livres, oui.
Mais on peut très bien être heureux à jouer des Space Marines contre des Genestealers avec seulement le livre de base. D'accord. Exactement. Mais par contre, pour le Kill Team Manual, pour vraiment l'utiliser à fond, il faut au minimum la base plus l'élite. Ça, c'est clair et net. Oui. Ça, c'est la... Oui. Voilà, donc on a parlé du Kill Team Manual, donc je vous dis, restez attentifs, on fera dans quelques jours certainement quelque chose sur le Kill Team Manual, donc, mais voilà, on vous en dit pas plus, voilà, soyez à l'écoute, et surveillez ce qu'on va mettre sur la page Facebook du KT Express, vous verrez ça dans quelques jours. Alors moi je voulais faire un petit mot maintenant sur la campagne KT Express avec mon ami Fred et Jess, parce qu'il ne faut pas l'oublier, donc il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour des raisons personnelles. Il sera avec nous, j'espère, sur le prochain numéro. Je vous annonce donc pour la campagne que à partir de, normalement je pense la semaine prochaine, courant de la semaine prochaine au plus tard, vous aurez la mission 4 qui sera, c'est 4 ou 5, c'est 4 hein, je crois d'ailleurs Fred, hein, si je me trompe pas. Parce que maintenant j'ai un doute. N+1 chez moi, mais... Ouais, bon, ouais. il me semble que c'est la mission 4 en tout cas. Ou 5, la mission 5, vous voyez. Il faut vraiment que j'arrête de boire. 5. Voilà, il faut vraiment que j'arrête de boire. Un cafouillage pour le 4. Voilà, il faut vraiment que j'arrête de boire. Donc pour la mission 5, avec le Fluff 5 aussi qui va arriver. Et c'est pour ces missions-là où vous aurez juste après un choix à faire au niveau de la campagne. Mais ça, on y reviendra lorsque ça. Là, on vous fera un petit mot sur le KT Express qui suivra juste après. Voilà, ça c'était le petit mot sur la campagne. Maintenant on va laisser place à l'info qui fuite de notre ami Pierre et on se retrouve juste après pour parler du déploiement. A tout de suite. Bonjour à vous tous et merci d'être toujours aussi présents pour Kill Team Express. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui a déjà été abordé et sur lequel j'aimerais dire quelques mots, là comme ça rapidement. La customisation de son propre chapitre. Moi je suis pas trop d'accord en fait, hein, parce que la foutre à la royale, un chapitre ultramarine, ou un truc bien présent que tu lis partout dans chaque roman, c'est quand même vachement plus bandant que d'éclater, excusez-moi, le marnéeux caleux de Ponton Combo de la forêt dont personne n'a jamais entendu parler. Ensuite, c'est pas vraiment pour ça le sujet pour lequel je suis contre, c'est parce qu'il peut y avoir du danger. Il y a toujours le cousin Franz Müller hein, qui vit en Alsace et qui aura fait de jolies croix gammées sur les épaulières de ses marines par nostalgie, comme ça un petit peu à la bonne vieille époque, et qui s'énervera qu'on la lui laisse pas sortir en tournoi. Alors je les entends déjà râler les Alsaciens, ne vous inquiétez pas mes amis, j'ai vécu parmi vous pendant 5 ans et je sais à quel point vous rêvez d'un impérium totalitaire et épuré, saloperie d'Eldar et traître de Guilliman. Bon, alors j'aimerais aujourd'hui vous proposer également un petit jeu maintenant, c'est quelque chose de très simple, je vais vous donner en fait une situation et je vais vous proposer à chaque fois 3 réponses, il vous suffira de voter en donnant votre réponse en commentaire. Et puis forcément, le maximum de voix, eh bien c'est forcément ceux qui auront raison, parce que la raison du plus nombreux est toujours la plus forte. Alors ce petit jeu, je l'appelle le Mortal Kombat. Alors aujourd'hui, Ghazghkull revient et se retrouve face à Guilliman. Que se passe-t-il? Choix 1. Ghazghkull est devenu bien plus grand et plus fort, c'est The Beast, et il met une roustine au schtroumpf, tout simplement. Choix 2. Il se castagne, mais au dernier moment, comme Game Workshop nous l'a fait toujours, Eldrad Ultran arrive et leur apprend à danser la Macarena. Ou bien encore choix numéro 3, Guilliman trouve que le vert c'est pas moche, c'est même plutôt sexy, c'est écolo. Il se dit qu'il a séduit Vren, Ghazghkull, pourquoi pas, plus on est de fous, plus on rit. Il propose de donner des armes à Ghazghkull en échange d'aller poutrer du chaos. Voilà, j'attends impatiemment vos réponses. Merci à vous d'avoir écouté cette info qui fuite. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Allez, après l'info qui fuite, on va parler du déploiement, l'importance du déploiement dans le jeu, puisque le déploiement, comme vous le savez, c'est comment disposer ses figurines sur le plateau en fonction de la situation de bataille et aussi des objectifs. Alors, la première chose qu'il faut savoir avant même de se déployer, c'est
bien connaître ses figurines, savoir ce qu'elles sont capables de faire. Un peu comme moi j'ai fait le mode solo, si certains ont pu lire, savoir si votre figurine sera plus corps à corps, plutôt contact, plutôt un peu des deux, ou si elle a un autre intérêt que ces points-là, à la limite, pourquoi pas. Donc bien connaître ses figurines, et puis ensuite voir ce qu'elles peuvent apporter par rapport au champ de bataille et par rapport aux objectifs. Je m'explique. Si vous savez que vous êtes par rapport à une faction en face qui aura tendance à charger, à rentrer dans le tas, et ben partez déjà sur l'idée que voilà, il faudra être résistant ou les éviter ou être un peu plus intelligent, plus rusé en termes de placement que juste positionner ses figurines et attendre qu'ils vous rentrent dedans. Voilà. Si en revanche par exemple vous savez que c'est des figurines qui vont vous avoir plutôt sur la distance, sur la longueur, voilà, bon, dans ces cas là vous savez très bien qu'il faudra utiliser au maximum les éléments de décor pour vous cacher, essayer de les avoir, enfin voilà, donc ça c'est quelques petits tips, on va dire, quelques petits conseils. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Après, il faut voir aussi le déploiement un peu comme un jeu d'échecs, où pour gagner votre bataille, il va falloir donc gagner les objectifs. Et pour gagner les objectifs, ou pour remplir les conditions de victoire, il va falloir bouger ses pions, donc bouger ses figurines. Et pour ce faire, moi en général, ce que je fais, c'est j'essaye de penser, de me dire, voilà, en 2 tours, qu'est-ce que peuvent faire mes figurines? Même si vous savez que la bataille va durer 4 ou 5 tours en général, qu'est-ce que peut faire la figurine? À la fin du premier tour, où est-ce qu'elle va être? À la fin du deuxième tour, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, vous prenez en compte le placement de votre partenaire de jeu, mais voilà, prenez déjà une idée ce que peut faire ou ne pas faire votre figurine. Si concrètement vous posez, je sais pas moi, une figurine à une extrémité de table et que vous savez que l'objectif est à l'autre, bon bah vous savez déjà que cette figurine-là, elle sera jamais sur le point de l'objectif, ou rarement, ou alors très difficilement. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? Après, comme je disais, il faut aussi connaître ce que fait l'adversaire. Voilà, pareil, essayer d'anticiper au moins le premier tour de l'adversaire. Savoir qu'est-ce qu'il va se faire, est-ce qu'il va se positionner, si c'est un tireur, est-ce qu'il va se placer en haut il va se positionner vers le haut de telle façon qu'il va y avoir une partie du terrain à son avantage. Si c'est des combattants, on va dire vers quel endroit ils vont se diriger de telle façon à positionner ces tireurs, si vous avez des tireurs. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est vraiment là, c'est la partie vraiment stratégique qui rentre en compte, puisque votre déplacement de départ va conditionner absolument tout le reste de la bataille. Et je dirais même que vous gagnez une partie de Kill Team, allez, on va dire à 50-60%, rien que sur le déplacement de départ, le déploiement de départ. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mes camarades? Moi, j'aurais 3 choses à rajouter. Je suis une des victimes qui a perdu des parties des fois sur son déploiement. En particulier une classique tournoi que j'ai perdu en déploiement stupide. Deuxièmement, pour prendre une métaphore de sport, faut penser à ces figurines, comment elles jouent sans le ballon. C'est-à-dire que des fois, de mettre son gros tireur à un certain endroit où il ne voit personne, on empêche l'adversaire d'utiliser cette zone. Si on fait juste le placer là, on dit je vais le mettre je vais le mettre à ready, et là il va rester là, et là il y a un champ de vision, et je sais que dans ce champ de vision, si mon adversaire va avoir peur, ou s'il vient, je l'élimine. Même chose pour les flameurs. Et troisièmement, ne jamais oublier la tactique du vétéran. Exactement. Pour la faire ou en être victime. Moi, il y a une partie que j'ai gagnée avec la tactique du vétéran, parce que les 2 premiers tours, mon adversaire était complet. Rappelle-nous ce qu'elle fait. Rappelle-nous ce qu'elle fait. Ça permet à une figurine qui est vétéran de faire avant l'initiative, de faire un mouvement normal. C'est-à-dire que moi, j'utilise souvent avec mon champion Berserker, je fais une avance en tirant un D6, et là, j'avance, et après ça, ça me permet de faire au premier tour une charge qui va me mettre en contact avec l'adversaire. Et donc, c'est des choses que les lictors font, c'est des choses que les Gene Stealer Card font, c'est des choses qu'il faut garder dans sa tête. S'il y a un vétéran de l'autre côté, il peut faire la tactique ou il peut pas la faire, et quand on a un vétéran,
on peut l'utiliser ou pas, mais de la prendre en compte dans son déplacement. Parce que mon adversaire a été complètement démonté. Je pense que ma figurine a avancé de 18 à 20 pouces. Là. Ça a fait mouvement, charge, et là, j'étais dans son champ, j'étais dans sa ligne de tir, et là, il ne savait plus quoi faire, et j'ai vu qu'il était complètement démonté à comment je gère cette figurine-là dans mon plan de bataille. Ok. Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, après, moi, c'est aussi... Bon, vous le savez, je voulais tanner les fesses avec ça, je joue beaucoup tôt. Et tôt, l'avantage, c'est que... Non, je ne le savais pas. Ouais, voilà. En fait, tôt, l'avantage, c'est que tu as plein de figurines qui ont très peu de points, mais qui ont aussi très peu de valeur. Mais néanmoins, tu en as 2-3 dans ce tas-là qui sont des figurines clés. Et l'avantage, si tu as un ennemi qui a moins de figurines que toi, c'est que il va avoir 5 figurines, chacun va placer une figurine, puis toi, tu vas voir après, tu as encore 10 figurines que tu peux placer, et ton ennemi, il sait toujours pas où tu as mis tes figurines clés au final. C'est vrai que je vais pas parler, mais c'est vrai que le déploiement, le nombre de figurines est important. Pas forcément, mais effectivement, si vous savez que vous êtes en surnombre de figurines par rapport à l'autre, ne pas hésiter à mettre les figurines à la limite les moins importantes en premier, pour pouvoir positionner au mieux avec le reste. Voilà. Et c'est là où même c'est encore plus drôle, c'est que tu peux brain vraiment l'ennemi. Moi, ça m'est arrivé. J'ai mis, on va dire, la moitié de mes figurines d'un côté de la map. Le gars, il s'est dit, il va passer là. Donc, il s'est attendu à ce que je fasse. En plus, j'ai mis des figurines exceptionnellement un peu fortes dans cette zone-là pour vraiment donner l'impression à mon adversaire que j'allais forcer le passage par ici, vu que je devais traverser toute la map. Et au final, de l'autre côté, j'ai foutu tous mes gars qui couraient relativement vite. Et lui, il pouvait rien faire parce qu'il avait essayer d'anticiper ce que je posais, parce qu'il ne pouvait pas laisser un flanc à découvert, et au final, il a été complètement en surnombre sur l'autre côté. Donc, c'est justement l'avantage du surnombre, exploitez-le au maximum. Et il y a un point qu'on a oublié, c'est les réserves et les deep strikes, les frappes en profondeur. C'est quelque chose qui va prendre de l'importance de plus en plus, je pense, oui. Et on va le voir encore avec les Gallerpox, il peut y avoir des trucs assez rigolos, même au-delà de ça, parce qu'il faut prendre en compte certains détails. Avec les Gallerpox, avec le Deep Strike, justement, il y a les histoires à combien de pouces peut popper un ennemi ou non. Donc l'idée, c'est aussi, sur une zone que tu veux contrôler, avoir un maillage suffisamment grand pour empêcher, en fait, les zones d'arrivée des ennemis en renfort ou autre. C'est vraiment aussi, ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans son déplacement. Si on sait que l'ennemi a des figurines en réserve, espacer un peu plus ses figurines, prendre un maximum de place pour en fait créer des bulles où il ne peut pas se poser. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vos propos. Donc voyez, on est tous d'accord pour dire que le déploiement est très très important dans Kill Team. En fonction des Kill Team, des factions encore plus important même. On l'avait vu pour les taux, on pourra le dire encore pour ce qui est AdMech, pour en fait toutes les unités qui vont buffer les autres unités, etc. C'est extrêmement important. C'est-à-dire le taux, on avait vu, il faut être à plus de 2 pouces mais moins de 3 pouces pour avoir ci, il faut être à plus de 6 pouces et moins de 4 pouces pour ça. Et pareil pour les admecs en fonction des gars qui vont filer des bonus, etc. Donc c'est vraiment, faut bien réfléchir où tu places tes unités pour pas qu'elles soient visibles, mais où est-ce qu'elles peuvent aussi tirer le maximum de toutes les unités amies qui sont autour. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait déjà de bons conseils pour le déploiement, d'un bon aperçu du déploiement et du rôle et de l'importance du déploiement. Donc je vous propose d'arrêter là pour ce sujet aujourd'hui. Écoutez, je vous propose de passer au dernier sujet, c'est-à-dire à savoir les Gallerpox. Allez, on va parler des Gallerpox. Donc la parole est à Siegen, je t'en prie. Oui, alors les Gallerpox Infected, c'est une faction qui a été créée spécifiquement pour l'extension Rogue Trader. Vous allez être capable de trouver les statistiques si vous êtes un peu débrouillard. Cependant, en tout cas moi, j'ai trouvé mes documents usagés sur certains sites d'encans Internet et c'est quand même assez abordable. Donc, ce que c'est, ça se trouve, si vous connaissez un petit peu le fleuve de 40 000, il y a le Galler Field qui est l'écran Galler qui protège les vaisseaux qui sont dans le Warp contre l'influence du Warp. Alors, les Gallerpox, c'est des gens qui ont été influencés par le Warp
et qui ont, dans l'extension Rogue Trader, qui se révoltent contre leur capitaine et qui massacrent tout ce qui bouge selon la belle tradition du chaos. C'est une faction qui tout le monde a négligée jusqu'à temps qu'elle commence à faire des ravages en tournoi, parce que c'est une faction qui est relativement simple à jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup de phases de tir qu'on utilise. Si on parle des unités qu'on utilise, en fait, il y a l'unité qui est probablement l'unité la plus tank de tout le jeu, le Nightmare Hulk. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Moi, j'ai pas mal j'ai le livre allemand avec moi et c'est le nom qu'ils leur ont donné. Camarade. Ça se trouve à être une unité qui est une unité de combat, c'est-à-dire que c'est 4 pouces de mouvement, 4 plus pour toucher, 5 de force, 5 d'endurance, 4 points de vie, 3 attaques, 6 plus de sauvegarde, mais Feel No Pain, c'est-à-dire Disgustingly Resilient, de 5 plus. Donc, vous avez 4 points de vie en plus d'avoir un 5 plus que vous enlevez tous les Une sacrée bestiole, quoi. Oh, c'est une sacrée bestiole. C'est la définition même du sac à PV. Oui. Et il y a le Gasher Screamer qui est la version upgradée, qui a une attaque de plus, qui est comme le leader possible, parce qu'il peut être leader. C'est seulement le leader que vous prenez si vous faites prendre ce choix-là. Ils peuvent être combat vétéran et zélote et chef pour le Gasher Screamer et le Nightmare Hulk. Et c'est des unités qui sont quand même assez coûteuses. Le Gasher Screamer, là, c'est 31 points pour les deux figurines. Ouais, c'est 31 les deux. Et on peut en avoir 2 Nightmare Hulk et un Gasher Screamer. Donc, vous allez en avoir 3 maximum sur le terrain. Après ça, il y a les mutants Galapox, qui sont un peu des humains modifiés, qui sont moins gros. Ils ont seulement 1 PV. Ils ont aussi Disgustingly Resilient. Ils ont le masque de Galer qui leur donne une sauvegarde invulnérable de 5+, et sur un 6, quand ils sont en combat, c'est un peu comme le Negavolt Cultist, il vous permet de faire un dommage mortel à votre adversaire, et c'est une des seules unités qui vous permet de faire du tir, car eux, ils peuvent tirer une grenade à fragmentation. Ils peuvent être leader, combat, démolition, scout, vétéran et zélote, et on peut en avoir 3. Mais ça, ce n'est pas la star de l'équipe. Les stars des équipes, ce sont les bestioles. Il y a 4 bestioles que le Galapox peut prendre. Un, ce sont les gros maringouins, comme je pourrais dire, les gros moustiques. Ce que les bestioles ont, c'est que quand on les frappe, on les sort du terrain sur un 3. Ils sont plus faciles, tu peux les écraser plus facilement. Sur l'autre, 4, 5, 6 pour les sortir, c'est un 3 pour les sortir. Donc, les gros maringouins, les gros moustiques, ils ont 10 de mouvement, ils volent. C'est 2 de force, 2 d'endurance, 1 VP, des 3 attaques, et on peut en prendre 4. C'est leur seul... leur avantage, c'est que justement, ils ne prennent pas de blessures superficielles. On peut les sortir et ils ne peuvent pas être des spécialistes. Après ça, il y a comme bestioles les Curse Mites, ce sont des gros tiques qui sont aussi dans le même. Eux, ce sont 8 de mouvement, on peut en avoir 4. Il y a les gros vers blancs qui, eux, ont une attaque à distance. Les Sludge Scrub, eux, ils sont plus... C'est probablement la moins bonne unité du jeu. Et il y a les Glitchlings, qui sont des petits Nurglings, qui aussi sont assez tough pour des petites unités à 2 d'endurance. Ils ont aussi un Save No Pain, ils ont un 5+ invulnérable, et on peut en prendre 4. Donc, pourquoi cette... Ça peut être assez pénible comme unité, oui, effectivement. Voilà, oui, c'est que les Glitchlings ont le keyword Demon, donc c'est une des unités que les Grey Knights auront plaisir à pouvoir taper et à pouvoir profiter de leur bonus. Exactement. Et ce qui arrive, pourquoi ça a surpris tout le monde, mais ça ne devrait pas avoir surpris tout le monde. En compétitif en tournoi, ça a eu beaucoup de succès
parce qu'il y a 4 unités qui volent, qui peuvent avancer jusqu'à 10 pouces plus un des 6 en avance pour aller occuper les objectifs. Et après ça, il y a un certain nombre de gros monstres, 2 ou 3, dépendamment, ou 1, dépendamment si tu joues à 100 ou 125 points, qui sont extrêmement pénibles à sortir du terrain. Même chose pour les mutants, ça permet d'avoir un leader pas cher, parce que les mutants vont coûter seulement 8 points. Combien? 10, hein, c'est ça? 8 points. Autant pour moi. Et après ça, les bestioles là, et les glitchings, c'est entre 4 et 5, dépendamment de la bestiole. Donc, c'est parfait pour le compétitif parce qu'on a les gros monstres pour aller prendre les objectifs adversaires et tuer les unités et attirer le feu. Et beaucoup d'unités qui bougent. Une Curse Smite, ça a 8 de mouvement. Un Singer Storm, ça a 10 de mouvement. Il y en avait un au tournoi de Berlin qui n'a pas très bien fait, mais je pense pas qu'il les utilisait de bonne façon, à mon avis. Je l'ai vu jouer. Mais quand même, c'est une équipe. Ils n'ont pas d'élite. Ils ont été négligés par élite. Je ne sais pas s'ils ont eu des nouvelles tactiques, mais sortis de la boîte, c'est une excellente équipe de compétitif et c'est une équipe fun à jouer parce qu'on n'a pas à se casser la tête avec la phase de tir. Notre objectif, c'est d'aller au contact. Complètement. Puis, au-delà de ça, c'est des figurines qui, d'un point de vue modélisme, esthétiques sont très bien, oui. Ça, assez sympathique. Alors, j'invite, pour ceux qui connaissent, à aller jeter un coup d'œil, un de ces quatre, sur le blog des couilles. Il y a eu des conversions, il y a eu des peintures, ça fait top, ça donne encore plus envie de les avoir. Bon. Une chose qu'il faut parler aussi, c'est les tactiques. Les tactiques ont été faites pour Rogue Trader, mais il y a une tactique qui est le pain et le beurre des Galerpox, qui est horrible. C'est pour 2 points de commandement, un Nightmare Hulk, c'est-à-dire votre Nightmare Hulk ou votre Gasher Screamer, au début de la phase de tir, il choisit une unité en 6 pouces de lui, il tire 3 des 6 et sur un 5+, il lui fait une blessure mortelle. Ça s'appelle vomi ranci. Et au Québec, on dit c'est vomi quand c'est quelque chose qui est puissant. C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant et ça, c'est 2 points de commandement qu'il faut. C'est la tactique qu'il faut utiliser le plus souvent possible comme les Galerpox. Faut en user, en abuser. Après, c'est le problème des tactiques chez Galerpox, c'est que t'en joues une par tour maximum parce qu'elles sont très chères. C'est 2 points, t'en as une à 1 point, une à 3 points, et sinon c'est tout 2 points. Donc ça devient vite cher. Alors, mais c'est parce que au global, vous avez avec les Galerpox, il y a combien de figurines à peu près sur la table en général? Alors, sur la table, en général, tu peux monter jusqu'à 12, 13. Ça dépend du nombre de gros monstres que tu peux mettre, que tu décides de prendre. Je sais qu'il y a des gens qui veulent mettre leurs 3 gros monstres. À ce moment-là, tu vas te prendre 3 gros monstres, un leader avec le leader monstrueux. 93 points. 93 points. Donc, en 100 points, tu prends pas ça, mais en 125 points, alors là, tu te remplis avec les petits monstres. Sinon, en général, tu joues plutôt un gros monstre. À 31 points, tu mets tes 3 Galerpox, tu peux rajouter après, tu bourres avec ce qui reste. Donc bon, je conseillerais toujours jouer 3 à 4 swarms de... Non, 4 c'est automatique. Il faut prendre 4 automatiques. Les swarms de mouches, c'est la meilleure unité. 4, c'est 4. Oui, le maximum, c'est 4. Après ça, c'est des Curse Smite. Après ça, c'est des Glitchlings. Vous avez bien entendu, vous en prenez 4. C'est très important. Oui, honnêtement, c'est la seule façon de rentrer. C'est la seule façon de rendre cette équipe compétitive, là. Sérieusement. Là, c'est l'unité qui permet d'aller chercher les objectifs, de se déplacer. Quand on joue contre les Galerpox, la tactique contre les Galerpox, c'est de prendre un troufion à pas beaucoup de points, de le jeter contre le monstre à tous les tours, et après ça, d'utiliser les bonnes unités pour exterminer les mouches et le reste.
Alors moi j'ai fait qu'une partie à titre personnel contre les Gellerpox. Donc là, petite dédicace à mon ami Ilus qui se reconnaîtra. Où j'ai fait qu'une partie et à l'époque je jouais les Space Wolf et j'ai fait l'erreur de rentrer dans le tas comme un bourrin. Sauf qu'en face il y avait plus fort que moi. Voilà. Donc je me suis fait laminer proprement et simplement. Voilà. T'as joué Ouais, dans c'est- leur camp, et ouais. Mais je connaissais pas du tout la faction aussi, hein, il faut reconnaître aussi. Hein, donc, t'as Ben, des c'est cartes. aussi souvent l'avantage que les gens cherchent à avoir quand ils vont en tournoi avec ça. Mais moi, j'espère la rendre plus connue parce que elle est vraiment. Les figurines sont magnifiques. C'est Ouais. vraiment. Moi, c'est ce qui me les a fait acheter, c'est qu'elles sont magnifiques. Mais aussi, c'est que c'est une faction fun à jouer parce tu te fous de la phase de tir, tu rentres dans le tas, tu joues des gros monstres. Qui n'a jamais aimé jouer des gros monstres? je confirme. C'est Je Non, confirme puis absolument. chaque gros monstre a vraiment, d'un point de vue visuel déjà, sa caractéristique propre. Oui. Et pour vous dire, juste pour aller passer, l'attaque du gros monstre, c'est 2 dégâts, force 5, moins 2, là, donc AP moins 2, là, donc ça. C'est pas. Je comprends que les Space Wolves se sont fait éliminer, là, c'est un monstre. Ben, Alors j'avoue qu'à l'époque je venais de commencer, hein, donc j'étais pas un expert non plus, hein, loin de là, et je suis pas du tout encore d'ailleurs, mais voilà. Mais voilà. Mais après, comme j'ai dit, je connaissais pas du tout la faction et je savais pas du tout comment jouer contre aussi, donc Ah ouais. voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à ajouter par rapport au Gellerpox ou la faction Geller justement? Siagen? Moi, je dirais, pour aller avec les mutants, plus on a de bras, plus on rit, là. oui, D'accord. voilà. Fred? Bah, comme dit, hein, c'est le genre de truc que faut pas les laisser s'approcher au cac, sinon t'es foutu. Mm. Donc, tirez dedans tant que vous pouvez, cramez. Le lance-flamme, c'est par contre. Alors, Mm. spécial Geller Flop, le lance-flamme. Utilisez le lance-flamme, c'est votre copain. Parce que il y a un double avantage. Déjà, bon, comme il va se rapprocher vite, il va très vite rapporter, vous n'avez même pas besoin de bouger votre lance-flamme, donc vous pouvez le mettre prêt à tirer. Puis, si vous charge Overwatch sur un lance-flamme, ça touche automatiquement. Mm. Donc, proportionnellement, vous en sortez avec un peu mieux avec des lance-flammes. Mais c'est vrai. Mais sinon, sur des tirs standards, vous avez pleuré. Mais oubliez pas quand même, 5 d'endurance, Feel No Pain à 5+. Moi, ce que si vous avez la possibilité par votre armée d'avoir des figurines comme moi avec mes cultistes, les cultistes, ils s'en vont se sacrifier devant les gros monstres. Et c'est ça, moi je les occupe pendant 3-4 tours et après ça, tu t'occupes à tuer les mouches et les autres choses qui vont voler tes objectifs. Et tu t'occupes des objectifs, ouais, exactement. Ouais, c'est en gros, ouais, tu bloques les autres et ce qui est petit, tu essaies de le shooter, quoi. Donc, Très bien, messieurs. Bah, écoutez, c'est très bien. On a pu parler des Gellerpox à foison grâce à vous. Merci à vous deux. Bah, écoutez, le Kill Team Express numéro 12 prend fin. Merci à Siagen, merci à Fred. Je vous dis à bientôt. Et puis, comme je vous dis, donc, il y aura un prochain numéro dans 15 jours. Et d'ici là, il y aura peut-être une surprise pour vous, chers auditeurs. Voilà, notre petit cadeau, notre petit cadeau de Noël à nous. Voilà, sur ce, à bientôt tout le monde, et puis amusez-vous bien.